Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureusement que vous n'avez pas encore l'image, parce que c'est le bordel. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 4 juillet 2024. Il est tout juste 18h et nous sommes en live pour une heure, peut-être une heure et demie, mais grand max, pour revenir donc sur quasiment une semaine entière de campagne. Je suis accompagné de Cyril et Arnaud. Bonsoir à vous. Salut, une fois n'est pas coutume, on est en studio. Et attends, parce que là pour l'instant vous voyez que moi. Mais ça va changer. Ah ouais? Bah ouais, parce que là il y a quelqu'un qui est en train de s'occuper du live, il se trouve que c'est moi. Donc salut tout le monde. Voilà. Tout le monde est là. Enfin tout le monde. Faut le dire vite. Fin de campagne de législatives anticipées, hein, mais qu'on n'avait pas anticipées. Ah, c'est drôle, merci. On est fatigué, il faut que ça s'arrête. Laissez-nous dormir. Laissez-moi aller hiberner. Enfin, d'abord me bourrer la gueule et ensuite aller hiberner. Moi, laissez-moi installer ma clim, comme ça je pourrais dormir correctement. Oui, alors par contre, la clim, faut pas trop la faire tourner non plus, hein, parce qu'après ça fait éclater ta facture électrique. Oui, bah, juste au moins pour refroidir le salon la nuit. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération et machin. Alors, un petit mot pour... Bon, on va de fait revenir sur le premier tour des élections, parce qu'en fait, on n'a pas fait de live depuis le premier tour des élections. Et il serait bien qu'on en parle un peu quand même, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. À tous les gens qui sont dans la 3e circonscription de Lyon et qui ont voté pour Julien Audoul... il a envie de dire des choses qui font peur. Sachez-le. Sachez-le, on n'est pas des camarades. Mais bon, je pense que vous le saviez. Voilà. Cyril, toi, tu dois aller voter dimanche prochain ? Alors non, puisque je suis toujours dans la circo, je crois que c'est la 11e circonscription des Hauts-de-Seine, donc qui était celle de Aurélien Saint-Toul, et il a été réélu au premier tour. Dès le premier tour. C'est pas un macroniste, Saint-Toul ? Non, c'est un LFI, il était à la commission Bolloré là. Un gars bien joué. Aurélien Saint-Toul, c'est le fameux qui a dit vous êtes un assassin à Dussopt. À Olivier Dussopt, et il s'est fait tomber dessus immédiatement. Personne n'a craqué. Oui, de manière évidente, cela se voit. Voilà. Il est absolument pas devenu rouge. Donc oui, toi tu n'as pas besoin de retourner voter. Arnaud non plus. Pour mon plus grand déplaisir. En revanche, c'est mon cas. Puisque Frédéric Valtou est arrivé en 2e position dans la circonscription de Fontainebleau, et derrière la candidate du Rassemblement National. Bon, voilà. Au niveau national, je vais retrouver les chiffres exacts, parce que voilà, ce serait bien qu'on dise pas n'importe quoi. Beaucoup de choses fausses ont déjà été dites à propos des chiffres exacts. Voilà, on va retrouver ensemble les chiffres du ministère de l'Intérieur. Puisque, disons-le, même si le Front National... Tu peux dire le Front National, oui, hein, c'est pareil en vrai. Même si... Ramassis national. Merci, elle est de moi en plus celle-là.
Alors, je suis pas sûr qu'elle soit de toi, à vrai dire. Je pense que beaucoup de gens l'ont dit indépendamment. Oui, mais je vais mettre des royalties dessus. Oui, si tu veux. C'est pas très de gauche, hein, les royalties. Ok, Tesla. C'est vrai, pardon. Donc, les résultats officiels du ministère de l'Intérieur montrent qu'il y a effectivement une victoire du Rassemblement national lors de ce premier tour des élections législatives 2024. Mais la différence de voix entre ceux arrivés en tête et ceux arrivés en deuxième position est pas si importante que ça. Elle est de 400 000 voix, un truc comme ça, non ? 400 000. C'est pas un peu la même différence de voix que C'est ce que j'étais en entre train de me le dire, ouais. second, enfin que celle qui a empêché Mélenchon d'accéder au deuxième tour de la Attends, présidentielle 2022. moins de 400 000. Ouais, donc on sait encore, enfin, je dis je dirais pas qu'il y a une progression particulière, mais enfin, je sais pas si on peut dire qu'il y a une progression particulière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon. Il y en a plein de grands analystes qui ont parlé du fait que du coup c'était la preuve qu'il y avait 2 blocs, tout ça. Je vais pas vous mentir, déjà le soir entre dimanche et la nuit de dimanche à lundi, perso j'ai pas dormi. Je suivis heure par heure, enfin quasiment heure par heure, jusqu'à 8h du matin le lundi, l'avancée des comptes dans les grandes villes. Une chose est sûre, une chose qu'on s'est dit entre personnes racisées et tout ça, et entre personnes antiracistes, hein, c'est que certes, l'espoir n'est pas mort, c'est pas complètement finito, mais il y a quand même au moins 12 millions de racistes qui sont chauds pour qu'on dégage, à minima. Et ça fait pas giga plaisir. Après, ça veut aussi dire qu'il y a presque, enfin, du coup 12 millions parce que c'est en comptant toutes les extrêmes droites, mais à peu près 10 millions du FN. Mais ça veut dire qu'il y a presque 10 millions qui sont ok je dirais pas ok pour qu'on soit là, mais à minima qui peuvent nous supporter. D'ailleurs, je te propose qu'on fasse les calculs ensemble parce qu'effectivement, je commence à me dire un truc que je vais vous exposer. Donc, les résultats officiels du ministère de l'Intérieur. Le Rassemblement national a rassemblé 29,26% des suffrages exprimés à l'échelle nationale. Sachant que l'abstention, elle est de quoi, 30 et quelques, non ? 33, il me semble. Je vais te dire ça. 33,29% d'abstention, ça veut dire 16 424 052 personnes qui ne sont pas allées voter. Ça fait un peu beaucoup quand même. Et 16 millions 424 052. Ce qui veut dire que le premier parti de France, c'est l'abstention. Bah oui, toujours, mais comme depuis au moins 10 ans. En vrai, c'est un truc qui me perturbe, cette histoire de première partie de France, mais c'est parce que, ma grille de lecture de ce phénomène, elle va au-delà de la question des partis, des blocs, tout ça, puisque du coup, vous avez bien compris, j'ai un ancrage et une lecture antiraciste et antifasciste de la situation. Et ce que ça veut dire surtout, c'est qu'il y a 16 millions de personnes qui se sont pas exprimées quand elles ont eu à choisir entre une proposition raciste et fasciste et une proposition qui se veut antiraciste et antifasciste. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que ça veut dire qu'il y a 16 millions de personnes qui ont choisi... j'ai pas envie d'utiliser ce vocable, mais la collaboration. Bah oui, c'est ça. Si tu restes neutre dans une situation d'oppression... Bah, déjà, c'est si tu restes neutre dans une situation d'oppression. Mais bon, il y en aura beaucoup qui pourraient te dire que oui, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est une situation d'oppression, machin bidule. Je sais pas si vous vous rappelez... Enfin, c'est même pas si vous vous rappelez... Je sais pas si vous avez vu passer les tracts de la mairie de... je ne sais plus quelle mairie. Ça s'appelait un tract écologiste et ça s'appelait tract écologiste. C'était pas un tract écologiste évidemment, mais c'était un tract qui se plaignait en gros du fait qu'il y avait des noirs qui circulaient dans les rues. Et je crois que c'est pas Roanne, mais je sais plus comment ça s'appelle. Que je connais. Alors, c'était à la mairie de. Ça commence par un CH, il me semble. CH. Je sais plus. Je sais plus. Je retrouve. Châlons-en-Champagne. Chatou, merci. Donc c'est une ville du 9-2. Merci Cyril, exactement, c'est la mairie de Chatou. Ouais, voilà, c'est une... Et pour que vous compreniez un peu, ce tract, il avait été déposé sur le pare-brise d'un père de famille africain qui allait déposer son enfant à la crèche. Et donc ça veut dire que il y avait quelqu'un militant fasciste qui l'a suivi, ou à minima qui l'a observé,
qui s'est assuré qu'il était plus là, qui a déposé le Trax, pas pour alerter le reste de la population en mode regardez ces étrangers, non, qui s'est adressé spécifiquement à une personne racisée pour lui dire je t'ai vu et je veux que tu partes. Donc oui, dans cette situation-là, c'est pour ça en fait que quand j'adopte la lecture antiraciste et antifasciste, je dis les gens qui se sont abstenus, c'est très rare que j'utilise ce vocabulaire. Vraiment, c'est extrêmement rare parce que vous le savez, je suis anti-électoraliste. Donc je dirais jamais que l'abstention, c'est ça joue le jeu du règne, ça fait monter le truc. Mais parce que justement, on n'est pas en train de parler en termes de parti, on n'est pas en train de parler en termes de comptage de vote. On est en train de parler en termes de est-ce que vous vous mobilisez quand le fascisme arrive. Si vous ne vous mobilisez pas, vous collaborez. Le silence des pantoufles qui accompagne le bruit des bottes, diraient certains. Exactement. Et donc ça va beaucoup plus loin que si vous vous abstenez ou pas, parce que vous pouvez vous abstenir et, je sais pas moi, participer à des mouvements de quartier pour, si vous avez vu récemment à Montreuil ce qui s'est passé, il y a un réfugié sans papier qui avait été, dont l'ordre d'expulsion avait été donné, et alors qu'il était sur le tarmac, même dans l'avion en fait, dont l'expulsion a été reportée et est en voie d'annulation parce qu'en fait on est en train de faire des démarches mais c'est pas sûr que ça va marcher, mais en tout cas elle a été reportée parce que les passagers de l'avion ont réussi à faire en sorte qu'ils sortent. Alors je sais pas si c'est par racisme ou par solidarité, en tout cas il a été sorti de l'avion, exfiltré de l'avion et il a été envoyé directement en centre de rétention administrative. C'est pas beaucoup mieux. Et à partir de là on a fait une campagne d'email avec pas mal d'autres organisations antiracistes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'est pas nécessaire d'aller voter pour s'engager contre la montée du fascisme. Hein. Bien au contraire. Mais si vous n'êtes pas allé voter, qui est l'acte minimal pour montrer que vous êtes contre les fascistes, et que vous faites rien d'autre, oui, vous collaborez. Comme ça, c'est clair. Donc, je disais abstention, premier parti de France, et effectivement, je suis plutôt... j'aime pas du tout utiliser cette expression là parce que je trouve que ça dit rien quoi. C'est une façon de dire que l'abstention est un parti alors qu'il y a plein de raisons de s'abstenir. Oui, de fait. Et que et comme il y a plein de raisons de s'abstenir, il y a plein d'abstentionnistes différents. Et du coup, c'est ni un parti, ni une réserve de voix potentielle pour un parti ou un autre. C'est ça. En revanche, il y a une chose qu'il faut relever. Et Arnaud, t'as dit combien de voix déjà pour les racistes ? 12 millions. C'est, je crois, le nombre de voix recueillies par Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Donc, une fois ceci dit, si je reviens sur les chiffres, le Rassemblement national a recueilli donc 29,26% des suffrages exprimés, ce qui représente 9 379 092 voix. Je vais pas sortir la calculette pour additionner avec les autres. On va faire un gros arrondi, hein, vous inquiétez. Parce que j'ai la flemme. En ce qui concerne le nouveau Front Populaire, c'est-à-dire Union de la Gauche, 8 995 226 voix. Ça fait une différence en point de pourcentage de 1,2%. Alors, juste pour votre information, c'est à peu près la différence de voix qu'il y avait entre la NUPES et Ensemble en 2022. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais, du coup, c'est pour ça qu'on dit il faut pas croire que c'est finito, hein, c'est pas finito. Et de fait, beaucoup de militants et de militantes du NFP se sont mobilisés pendant cette semaine qui s'achève là. Demain, la campagne s'achève. Donc beaucoup de gens se sont mobilisés. Mais pour autant, il faut pas faire l'économie de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que on est loin d'être hégémonique, pour utiliser un vocable qui serait cher à certains et certaines parmi nous et parmi peut-être vous qui nous écoutez. La gauche est loin d'être hégémonique. En fait. Justement, je voulais pas forcément dire Gramsci, je voulais pas vraiment citer Gramsci parce qu'après on va encore dire que je fais du gros cerveau. Ce qui n'est pas nécessairement faux. Je tiens à le dire, c'est pas nécessairement faux. Cacher ce cerveau que je ne saurais voir.
Mais étant donné qu'on est loin d'être hégémonique, il y a eu plusieurs tentatives de stratégie qui ont été mises en place par différents responsables, partis politiques et militants de gauche au fil des années. Plusieurs stratégies dont, pour ne pas les nommer, évidemment je vais les nommer, les stratégies respectivement de Fabien Roussel et de François Ruffin et de ses amis, c'est-à-dire Clémentine Autain, Daniel Simonet, blablabla. C'est-à-dire des stratégies qui essayent de parler à la France rurale, enfin des stratégies qui d'abord essayent d'écarter et de cornériser l'antiracisme à gauche pour ne pas cliver. Ça c'est plutôt une stratégie, ça c'est plutôt quelque chose qui est commun à la ligne Ruffin-Autain et à la ligne Roussel, mais aussi une stratégie qui est des stratégies qui sont aussi de cornériser d'autres thèmes beaucoup plus radicaux. Si vous suivez un peu, si vous avez un peu suivi les déboires qu'il y avait, enfin les nombreuses discussions qu'il y avait au sein du PCF à leur dernier congrès, où la ligne anti-Roussel a perdu malheureusement. Vous savez que la ligne Roussel, c'est une ligne qui s'éloigne des thèmes, on va dire, centraux du PCF, qui s'éloigne donc d'une certaine idée parce que du coup, on peut pas dire que le PCF est communiste encore. Par contre, le PCF c'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est pas pour les critiquer. J'ai beaucoup de choses à dire contre le PCF, mais pour le coup, je dis pas ça pour les critiquer. Le PCF n'est plus communiste parce que le PCF a eu beaucoup de mal à comment dire. Je dirais pas actualiser son logiciel, mais plutôt à appliquer un logiciel qui soit communiste, alors que c'est un parti qui s'est profondément éloigné, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler la clandestinité, enfin, en gros de la situation où être communiste, ça impliquait d'être extrêmement radical. C'est un parti qui s'est beaucoup rapproché de partis plus sociodémocrates, et donc c'est difficile de maintenir une ligne communiste, parce que du coup, de fait, si tu t'associes dans des gouvernements, dans des alliances gouvernementales, que ce soit pour le CNR, que ce soit même pour le Front Populaire avant, ou pour la gauche plurielle sous Jospin, ou même l'alliance qui a permis la victoire de Mitterrand, hein, mais si tu t'associes dans ce genre de... Pardon, je dois te couper tout de suite, Arnaud. Le programme commun Oui, c'est ça. est abandonné avant l'élection de 1981. Oui, mais il n'empêche qu'il a existé. Il a existé en 1974, l'année où Mitterrand est battu par Giscard. Ok, certes. Non, pardon, véridique. Il faut que je le précise. Non, véridique. Puisque en 81, Marchais est candidat face à Mitterrand. C'est vrai. Du coup, en s'associant avec des formations politiques beaucoup plus proches d'une conception social-démocrate, c'est-à-dire en fait d'une conception qui n'est pas anticapitaliste, le Parti communiste a dû faire l'économie du communisme, de fait. Et donc le Parti communiste français a beaucoup de mal à maintenir des thèmes qui puissent parler à une génération actuelle qui est un peu plus radicale que ses cadres. Et on voit ça notamment dans la montée de figures au sein du PCF qui sont anti-Roussel et qui essayent de se rapprocher du parti, on va dire, institutionnel qui est le plus à gauche aujourd'hui, c'est-à-dire LFI, notamment Elsa Faucillon. À noter, est-ce que je fais encore le chieur ou pas? Non. D'accord. Oui, tu peux, bien sûr. Merci. À noter quand même que la France Insoumise à proprement parler n'est pas un parti. C'est une galaxie. C'est contrairement à Ensemble, c'est-à-dire qu'au départ, En Marche et la France Insoumise, c'était à peu près le même type d'organisation. Ce qui a changé depuis, c'est que en réalité, En Marche est devenu un parti à part entière, donc Ensemble. Puis Renaissance, pardon. Alors que la Après, France... si techniquement, vu comment ils changent de nom tout le temps, tu seras pardonné de te tromper. Oui. Renaissance, c'est le nom du parti, Ensemble, c'est le nom de la coalition. Ils sont chiants, hein. Oui. Mais dans l'absolu, c'est comme pour si ça, moi, tu j'ai disais... juste les macronistes. La France Insoumise, c'est le nom du mouvement, et le Nouveau Front Populaire, c'est le nom de la coalition. Donc bon, en fait, la seule différence, c'est que la France Insoumise a jamais changé de nom. Voilà.
L'Alliance, elle a changé de nom 3 fois, je te rappelle. Hein. Oui, mais l'Alliance, c'est pas que la France Bon. Insoumise, tu vois. Je Donc, préfère la Horde. la France Insoumise, c'est une galaxie de partis, dont le parti de gauche, dont le parti de Clémentine Autain, qui s'appelle Ensemble, je crois. Ouais, il me semble, je Oui. sais plus. Et justement, c'est ce qui a fait qu'elle a... en fait, Ensemble a mis du temps à s'appeler Ensemble, parce que justement, Clémentine Autain avait voulu... elle avait voulu... c'est pas porter plainte, mais... amener devant les tribunaux ça pour dire que le nom était déjà déposé, quoi. Et de même, Renaissance, en fait, c'est un micro-parti d'extrême gauche. Oui. Et donc, en fait, ils ont piqué le nom d'un micro-parti d'extrême gauche qui n'était pas content non De plus. la part d'un mec qui a écrit un livre Révolution pour expliquer son programme néolibéral. Et même pas, enfin, souviens-toi de Macron qui gueulait « Mais on s'en fout des programmes !» Mais lui, de toute façon, il s'en fout de tout. Ce qui compte, c'est la vision. C'est ce qu'il avait dit, mot pour mot. Oula, de la part d'un mec Propos, qui a les yeux en face des trous. Ouais, mais ça, c'est un propos entrepreneurial. Hein. C'est un propos Oui, de mec qui sort d'une école de commerce, ça. Bah, c'est ça. Mais là, n'oubliez pas ce que disait Chapoutot. La Macronie, c'est des rebuts d'école de commerce qui font tout. Comme une soirée B2 d'école de commerce, c'est-à-dire qu'ils foutent la merde. Ils s'en vont comme s'ils avaient rien fait. Ouais, du coup, pour revenir, parce que du coup, je me suis un peu perdu avec cette longue histoire. Pardon. Non, mais t'inquiète, hein, c'est juste que même moi, je m'étais perdu avec ce que je voulais dire avec ce long aparté On sur parlait du PCF. le PCF. Justement, un long aparté sur le PCF, mais Donc ça voilà, pour vous dire qu'il y a différentes stratégies qui ont été tentées à gauche pour essayer de conquérir un nouvel électorat. Et force est de constater que les résultats du premier tour des législatives, mais en fait un peu comme les résultats des présidentielles et en quelque sorte un peu comme la plupart du paysage médiatique l'a fait savoir à tous les autres responsables des autres grands partis du NFP, il est difficile à la gauche d'aujourd'hui de faire sans l'antiracisme. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut analyser la situation. C'est-à-dire que, en tout cas, on a énormément mobilisé parmi les militants que je connais et avec qui j'ai travaillé. On a énormément mobilisé sur les questions d'antiracisme. C'est pas pour dire que la gauche est devenue antiraciste, c'est bon. On a vu revenir dans une. Alors c'était pas une manif, ça devait être un rassemblement hier ou avant-hier. On a vu revenir des petits panneaux, touche pas à mon poste, tout ça, à mon pote. La République, il y en avait. Excusez-moi, j'ai dit à mon poste, mais à mon pote, touche pas à mon pote. Oui, Les oui, mains non. jaunes là. Pour ceux qui- Non, on parle pas de Cyril Hanouna. On parle des mains jaunes. C'est pas beaucoup mieux, mais c'est différent. Donc, on voit que timidement, même si elle retombe toujours dans ses sales travers de gauche pas informée en fait, la gauche commence à se rendre compte qu'elle peut pas faire sans l'antiracisme, qu'elle peut pas faire sans les antiracistes et qu'elle peut pas faire sans les racisés. Si vous vous rappelez, il a beaucoup été reproché à Mélenchon de courtiser le vote communautaire. C'est ça que ça veut dire. Hein. Roussel, il disait les franges radicalisées des banlieues ou des quartiers. Exactement. Et Ruffin, il parlait de conquérir les fâchés pas fachos, les colombes. Non, c'est Corbière. C'est Corbière au départ, les fâchés pas fachos. Bah oui, mais en fait... Et les colombes, ça oui, on est d'accord. C'est oui, Ruffin, mais en fait, Corbière repris. et Ruffin, ils sont sur la même ligne. Hein. Je te rappelle que si Ruffin, il a entériné sa fracture avec la FI, c'est après l'éviction de Corbière, Garrido et ses autres potes. Exactement. C'est vrai. Ils sont sur la même ligne. C'est la ligne moins radicale qui veut faire l'union avec les autres petits partis, avec les autres partis. Voilà. Le truc, en fait, qui est assez paradoxal, c'est que tu dis c'est la frange moins radicale, mais j'aurais toujours en mémoire Corbière au début, quand il n'était pas encore député, qu'il était plus ou moins porte-parole de Jean-Luc Mélenchon en 2017, où il gueulait comme pas possible sur les plateaux et tu te disais mais c'est qui ce mec ? Oui, mais encore une fois, je rappelle à toutes les personnes qui se disent radicales, parce que c'est une discussion que j'ai eue avec des gens avec qui je suis pas mal aligné pour le coup. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils disent radical, quand ils se disent radical ou radicaux, disent moi quand je suis radical, j'ai pas envie je suis pas là pour apprendre des trucs aux gens. Oui, la FI c'est des radicaux, ils gueulent. Non.
être radical, c'est aller au plus loin possible dans ta politisation d'un problème. Par exemple, être radical dans la lutte féministe, c'est de considérer que, même si vous pourriez me dire c'est plus si radical que ça, c'est de considérer que le privé c'est politique. Et donc c'est de considérer que les VSS au sein du foyer, Violence sexiste et sexuelle pour ceux qui connaissent c'est toujours pas. un sujet qui est aussi important, voire essentiel, pour comprendre la domination masculine. Ouais, je viens de faire un petit tacle aux gens qui sont en mode... il suffit de mettre des femmes présidentes et puis on aura réglé le problème du sexisme. Tu serais pas en train de répondre à Yael Braun-Pivet là par le plus grand aise? Non, même pas. Non, même pas. À vrai dire, Si, aussi. à vrai dire, je suis surtout en train de faire un clin d'œil à toutes les militantes féministes qui n'ont pas cessé de rappeler que le privé est politique, et du coup de vous faire de vous envoyer vers une vidéo d'un vidéaste. Alors malheureusement, c'est le problème qu'on a eu avec ce vidéaste à l'époque où il a sorti une autre vidéo sur Ben Never. C'est-à-dire qu'il a fait un bon travail, hein, honnêtement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que comme c'est un travail qui remâche, entre guillemets, pour le vulgariser, le travail de théoricienne et de militante féministe, bah, c'est lui qu'on cite, alors que, bon, lui-même les cite elle, mais on devrait les citer elle directement. Bref, je vous renvoie vers la vidéo de Grégoire Simpson où il démonte le livre de Pierre Bourdieu, La domination masculine, où il explique, justement, que Bourdieu a fait de la merde parce que Bourdieu, il considère pas la domination masculine dans son essence matérielle. Et donc, être radical, en fait, c'est faire ça. C'est aller jusqu'au plus loin de ce qu'on peut analyser. C'est prendre ce qu'on peut appeler le cœur des rapports d'oppression et de le politiser. Ça n'est pas crier. On peut crier, évidemment. Je serai jamais contre les gens qui crient, jamais de la vie. Ça n'est pas non plus bordélisé. On peut le faire, évidemment. Mais encore une fois, c'est pour dire que ceux qui crient et qui bordélisent ne sont pas nécessairement radicaux. D'ailleurs, Ils le sont quand ils font le travail. Arnaud, est-ce que je peux râler un coup? Oui, si tu veux. Merci. Juste un coup. Juste une fois de plus. Tous ceux qui disent que les insoumis ont bordélisé l'Assemblée nationale. Première chose, C'est pas les seuls. si vous appelez ça le bordel, comment est-ce que vous appelez l'Assemblée nationale À sous l'époque, la on pouvait se Troisième tirer République? dessus. À l'époque où les gens se tiraient dessus, les gens. Genre quand il y avait des duels Oui, parce que il fallait laver son honneur. Comment est-ce que vous appelez ça? oui, c'est véridique. Alors je crois que ça a été entre Paul de Roulette et Clémenceau, par exemple. Mais voilà, non mais il y en a eu plusieurs. D'ailleurs, Paul de Roulette, il a des rues à son nom à Stein et à Saint-Denis. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, pour les gens qui ne savent pas qui c'est, c'était un peu le primo Le Pen, le Le Pen de la Troisième République, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, comment est-ce que vous appelez la Chambre des communes? Parce que dans le genre où ça gueule en permanence, la Chambre des communes en Angleterre, c'est vraiment pas mal. Hein. Comment vous appelez le Parlement ukrainien où il y a eu des pugilats en direct? Comment vous appelez le Sénat américain? Oui. Donc, venez pas nous dire que c'est parce que en France, vous voyez, c'est la culture française, machin. Non. La culture parlementaire française, elle est relativement violente dans son histoire. Oui. C'est vrai. Bah depuis la Première République. Bien sûr, c'est à ça que je pense, effectivement. Cependant, c'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est rien du tout comparé à ce qui se passait au Royaume-Uni. Parce que si vous regardez l'histoire des speakers de la Chambre des communes britannique, je sais pas si vous le savez, mais il y a une tradition qui est restée depuis toujours, qui est que le speaker est escorté jusqu'au fauteuil du speaker. Est-ce que vous savez pourquoi? Pour se prendre des méchantes patates. Il y en a un qui s'est fait tirer dessus. Il y en a un qui a été décapité par le roi. Ah oui. Donc personne n'avait envie d'y aller à l'époque. Et la tradition est restée, même si aujourd'hui ça n'arrive plus. Il n'y a plus de speaker de la Chambre des communes qui est raccourci Un peu soudainement. aussi dans l'histoire du Royaume-Uni, il y a quand même une dictature qui a été mise en place par le Parlement. C'est Voilà. le régime de Cromwell. Voilà. Donc les gars, arrêtez de dire que la France insoumise a bordélisé l'Assemblée nationale. Oui, c'est mais pas possible, Après, encore une fois... Alors déjà, je trouve que c'est faux. Premièrement, je trouve que c'est faux. Ça l'est, mais, encore une fois, il faut regarder ce qui est dit derrière.
C'est-à-dire que, tu vois, là, tu prends l'argument de dire que, en fait, c'est pas particulièrement plus violent que ce fut à une autre période, c'est même beaucoup moins. Et que ça l'est dans d'autres pays. Et que ça l'est dans d'autres pays. Mais, spoiler alert, je vais un peu faire un truc qu'on va faire un prochain live, mais comme on dit dans la vidéo, il faut pas oublier que... Ok. Voilà. Ok. Les gens parlent, les gens parlent les gens ne parlent que de ce dont ils se souviennent, que du plus loin qu'ils se souviennent. Exactement. Et c'est-à-dire que pour la plupart, il faut pas oublier que on a une culture de, enfin quand je dis on a une culture de prendre avec des pincettes. On dirait que je vais faire mon avis d'éditorialiste d'éditorialiste Bonjour ou même Christophe Barbier. j'ai juré. ou même Prends des pincettes, ou même de débatteur de C'est ce soir. Mais il n'empêche que c'est pas pour rien que ce soit à gauche, à l'extrême droite et dans à peu près toutes les formations politiques qui ont été marginalisées, une des politiques les plus importantes de ces dernières décennies, c'est la respectabilité. Ouais, c'est vrai. On est face à une perception qui est d'éliminer la violence de l'espace public. Je vous rappelle que par exemple pendant les mouvements des droits civiques et même après les mouvements des droits civiques, après aussi par exemple pareil les révoltes contre l'apartheid en Afrique du Sud, etc. Je vais pas citer tous les milliards d'exemples. Allez suivre le podcast quand je l'aurai posté incessamment sous peu. Oui. C'est comme la vidéo à suivre. Hein. À suivre, donc. Sous peu. Mais ces mouvements qui essentiellement sont violents parce que, pour citer Frantz Fanon, ils ne font que renvoyer en miroir la violence de l'oppresseur par la révolte de l'opprimé. J'adore citer Frantz Fanon. Ces mouvements qui essentiellement sont violents, mais qui ont aussi des aspects non violents. Hein. Encore une fois, si vous aimez beaucoup, comment dire, singulariser, personnifier les luttes, vous pouvez avoir cette dualité Malcolm X, Martin Luther King, alors qu'en fait c'est pas du tout une dualité. Pour emprunter un terme que tu disais tout à l'heure, les mouvements des droits civiques, c'est une galaxie de tentatives. C'est une galaxie de tentatives politiques avec toutes leurs ambitions, toutes leurs revendications et toutes leurs modes d'action qui vont du lobbying à l'action directe, qui vont de la non-violence en tout cas des actions symboliques à la non-violence, à l'opposition directe aux forces armées, etc. D'ailleurs, c'est pour ça ça que... va de Martin Luther King au Black Panther Party. Non, même pas en fait, justement. Ça va des Freedom Riders au Black Panthers Party. Il y a des entités que je ne connaissais pas. Ouais, bah, tu vois, que ce soit les soulèvements de la Terre ou les écolos ou Dernière Rénovation ou plein d'autres mouvements ou XR, Extinction Rébellion, ils se revendiquent des Freedom Riders, donc les mecs qui montaient le bus, les blancs et noirs du coup, qui montaient dans le bus ensemble pour faire une action symbolique, justement, pour dire que tout le monde doit monter dans le bus ensemble, tout ça. Et qui disent que, en gros, ils revendiquent la non-violence et tout. Donc, en fait, il y a vraiment toute une galaxie comme ça. Et il faut bien voir que de toute cette galaxie de figures plus ou moins radicales, mais qui en tout cas étaient dans une même, on va dire, soupe politique. C'est-à-dire que, non, mais il faut se dire que c'est juste que j'aime bien le terme. Nébuleuse. J'aime bien mais c'est-à-dire qu'il faut se dire quand même que c'est une période où des personnes comme James Baldwin ont échangé avec des personnes comme Elijah Muhammad, avec des personnes comme Malcolm X, comme Martin Luther King Jr., comme Angela Davis, etc., comme Fred Hampton. Ils ont tous plus ou moins échangé les uns avec les autres, comme Marcus Garvey, qui a bien viré à droite, lui, s'il ne l'était pas déjà, qu'ils ont tous été inspirés par les mêmes intellectuels, à savoir... ceux qui ont inspiré, entre guillemets, les intellectuels noirs américains des années 60, c'est ceux des débuts du XXe siècle, des gens comme W.E. Du Bois, des gens incroyables. Enfin, les gens lisaient la prochaine fois le feu. Selon moi, lisez Les âmes du peuple noir, c'est vraiment incroyable. Mais bref, tout ça pour dire que alors même qu'il y a une incroyable diversité d'opinions, de tactiques, de méthodes, une incroyable richesse et une incroyable
une conjugalité et une intertextualité, même j'ai envie de dire, entre les différents penseurs et les différents activistes de cette période. Ce qu'on a gardé en mémoire, ce qu'on a en fait whitewashé, c'est les non-violents. Tout à fait. Et donc, on évacue la violence du champ politique. Oui, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, mais juste avant de rebondir, je salue Pacifist Gamer qui est venu nous rejoindre dans le chat. Bonjour Pacifist Gamer. Bonsoir à toi. Parce que il est 18h33, on dit bonsoir. Mais il fait encore jour. Oui, c'est pour ça qu'il a dit bonjour. Donc voilà. Tu parles de la violence qu'on met à l'écart du débat politique. Ça me rappelle ce que disait Emmanuel Macron. Et en fait, ça pourrait peut-être éclairer la façon dont il se comporte politiquement. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à un certain moment de son premier mandat, il a dit que, et je crois qu'il parlait des gilets jaunes en disant que la violence est de retour dans le débat politique. Alors que j'aimerais placer quelque chose dans un contexte, c'est que déjà on est dans la constitution de la 5ème République qui, pour replacer le contexte de la vie parlementaire. Est-ce que la violence a déjà quitté la 5ème République, les enfants? C'est ça. La constitution, dans l'histoire des constitutions françaises, on a une des constitutions qui bride le plus le Parlement, puisque c'est une constitution bonapartiste, faut bien se le rappeler. Et surtout en Macronie, c'est le quinquennat, enfin les deux quinquennats Macron sont ceux où l'Assemblée nationale a été le plus brutalisée. Mais tu vois, en plus là tu parles de l'Assemblée nationale, mais ce qui me fume avec ces propos autour des Gilets jaunes, les gens, vous avez oublié... Je crois que c'était les Gilets jaunes, j'ai un petit doute. Non mais il me semble que tu as raison, il me semble que c'était ça. Vous avez oublié les émeutes de 2005 ? Moi je me souviens pas de 2005, plutôt non, 2007. Non mais tu te souviens de ce que disait Chirac ? Bon, Chirac, il disait pas du tout les trucs que disait... le pouvoir de la rue, tout ça... Oui, il disait ça, mais il disait oui, je veux dire aux enfants qui sont dans les rues que vous êtes des enfants de la République, tout ça. Donc il n'était pas dans le même discours que Macron, mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que vous vous souvenez de comment ces émeutes ont été dépeintes ? Si vous avez accès à des documentaires, des archives de l'INA qui parlent de cette période, allez voir. Mais même au-delà de ça, le discours en lui-même... Je me souviens que... alors attends, il faudrait que je retrouve pour le coup dans mon Twitter. Oui, je dis Twitter. On dit tous Twitter, on dit pas X. Si tu viens de le D'autant faire. plus que X, il a rappelé ça parce qu'en fait, la première société qu'il avait appelée X, qu'il avait créée, c'était PayPal en fait. Ah merde. Et donc en fait, il a racheté Twitter pour le renommer X juste parce que c'est un gros semard. Et du coup, il est en train de mettre des transactions dans Twitter vraiment parce que c'est un gros semard. Oui. T'as grave raison. Donc il y a quelques temps, j'avais commenté un tweet, je crois que c'était un tweet de Bompard, où il avait comparé le discours d'Emmanuel Macron à la suite des émeutes qui ont été déclenchées par le meurtre de Naël. Et les propos d'Emmanuel Macron étaient quand même pas à la hauteur, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est moins que... Et d'autant plus que j'étais présent à la marche blanche et que je sais qui a foutu la merde dans cette histoire. Je sais ce qu'a fait la police ce jour-là. Et je crois, j'ai un petit doute, hein, mais il me semble que c'est Manuel Bompard qui avait partagé un extrait du discours de Jacques Chirac au moment des émeutes dont tu parlais, Arnaud. Oui, ce fameux discours où il essayait d'avoir un discours un peu rassembleur. Voilà. Les gars, écoutez le discours en entier. Hein. Sérieusement, écoutez-le en entier. En vrai, ça me fait mal au cul un peu. Hein. Non mais, parce que je le dis pas positivement. Hein. Je dis écoutez-le en entier, vous allez voir, ça n'est pas cet extrait-là. Il y a un extrait dedans qui... fait mine d'essayer d'être rassembleur, ça n'est pas ça le discours de Jacques Chirac. Mais en fait, c'est ça. En fait, tu sais, on en avait parlé quand on avait fait la tier list il y a belle lurette maintenant. Ouais. Mais Jacques Chirac, il bénéficie de ce biais que déjà c'était le président qui avait reconnu la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv et qui a fait plein d'autres trucs qui font que on a tendance à oublier à quel point le mec était de droite. Il a constitutionnalisé l'abolition de la peine de mort. Oui, il a fait vraiment plein de trucs qui tendent à faire croire qui tendent à faire oublier qu'il était de droite, mais enfin,
Nous, du coup, moi, j'étais trop jeune en 2005, hein, évidemment, j'avais genre 7 ans. Mais nos aînés se souviennent. La police qu'on avait face à nous, c'était la police de Chirac. Enfin, du coup, que eux avaient Dirigé face par à eux. Sarko. C'est ça, c'était la police de Chirac, dirigée par Sarko. Chirac, et en fait, tous les présidents de la République, et en fait, la République française, depuis qu'elle est République française, a une posture très infantilisante vis-à-vis de nous et vis-à-vis de nos revendications. A une posture qui consiste à nous cornériser quand, pour reciter Fanon, on ne fait que lui renvoyer au visage la violence qu'elle nous inflige. Mais par exemple, c'est pour ça que, disons qu'un milieu antiraciste plus radical déteste et conteste globalement SOS Racisme, parce que c'est tout à fait cette démarche, c'est de dire touche pas à mon pote. Et faut rappeler que cette association est totalement liée au Parti Socialiste, qui est au moment où il est arrivé au pouvoir, qui a récupéré une marche spontanée, on va dire, de personnes d'origine africaine, donc je pense surtout des Maghrébins, qui ont fait une marche à travers toute la France, la marche pour la dignité, et qu'un an après, cette marche a été récupérée, les revendications de cette marche ont été récupérées pour créer SOS Racisme. Il faut bien voir, hein. Là, ce qu'il y a, c'est une confiscation de la parole des racisés, en fait. Oui. Si vous vous demandez ce qu'on reproche à tous pas mon pote, c'est ça. C'est que de quelque chose qui était une revendication qui venait des marges, qui venait du cœur des opprimés. Quand je dis du cœur, je veux dire du sein des communautés opprimées, pas genre du cœur... la poitrine, quoi. Qui venait C'est pas le Shinzo, c'est le Kokoro. Shinzo. Non, bon, je rigole, pardon. Donc, d'une démarche qui venait du cœur des marges, qui venait du sein des marges, et qui venait du cœur des communautés racisées, on en est venu à une démarche quasiment... quasiment une démarche d'État, en fait, qui n'est pas sans rappeler la manière dont Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher ont appelé à la marche contre l'antisémitisme. Ça n'était pas une revendication qui était en interaction, qui était en intertextualité, pour utiliser ce terme, avec d'autres revendications antiracistes. Jamais de la vie. C'était, encore une fois, la République française qui s'approprie, qui silencie et qui en fait, contraint les luttes à se républicaniser. Ça me rappelle un discours de Thierry Schaffhauser-Dustras qui parlait de féminisme d'État sous la Macronie, incarné en la personne de Marlène Schiappa. C'est exactement pareil. Je reviens. Au revoir. Je suis toujours en train de chercher le machin sur le discours de Chirac, mais est-ce que c'est pas le tout, mais ça commence à dater. Bon, je commence à avoir la flemme en vrai, hein, là de chercher. Ah, je crois que je me rapproche. C'était l'été dernier, les émeutes. Les émeutes, oui, c'était en 2023. 2023, je suis plus très loin là. C'était la marche blanche, c'était donc le 29 juin. Non, ça c'est en août. Oh, mais on va y arriver. On va y arriver. Ah oui, l'histoire sur les JO. Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, le temps que je finisse par trouver, j'ai vu que... Enfin, aujourd'hui, j'ai pris la ligne 14. Ça m'a fait très bizarre de voir Aéroport d'Orly. Mais, moi, je pense, est-ce qu'on était en ligne quand je parlais de l'Haïe-les-Roses? Donc, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'habitent pas Non, 9-4, c'est une petite commune du 94 qui est, je crois, qui est proche de... Enfin, qui est un peu plus au sud d'Arcueil, un peu plus au sud de Cachan. Mais si on m'avait dit, quand j'habitais pour la première fois le 9-4 entre 2006 et 2007, si on m'avait dit à l'époque qu'il y aurait un métro là, dans cette commune de l'Haïe-les-Roses, j'y aurais jamais cru. Et alors Kremlin-Bicêtre, il y avait déjà un métro, il y a déjà la ligne 7. Mais maintenant il y a en plus la 14.
Je crois que c'est pareil aussi pour Thiers, pour je sais plus quelle autre ville juste avant Thiers. Non, je sais plus quelle autre ville, mais je crois qu'avant Thiers, il y a une autre. Oui, Chevilly-la-Rue. J'imaginais pas non plus qu'il y aurait un métro là-bas un jour. Et pourtant, si. Et actuellement, donc l'arrêt ligne 14 de la. Donc nouvel arrêt ligne 14 de Villejuif Gustave Roussy actuellement il n'est pas desservi, mais je pense que c'est parce que il va croiser la ligne 15 qui n'est pas encore finie. Je crois que j'ai presque trouvé. Et j'espère que la ligne 15 sera bientôt finie parce que pour l'instant c'est toujours une galère de faire Arcueil-Créteil. Les lignes 15. Les Il y aura 2 lignes 15. Oui, c'est ça, bon, on va se rejoindre pour faire une sorte de Yamanote francilienne. Voilà, c'est ça. Ah non, j'ai pas trouvé. Je pensais avoir trouvé, mais Voilà, je moi, n'ai pas trouvé. ayant fait des études de japonais, je prends en référence la Yamanote, mais d'autres Qui est diront la une langue Circle Line. qui est une, ouais, c'est une ligne complètement circulaire du. Cette fameuse ligne à Londres, là, non? Oui, je crois qu'il y en a une aussi à New York. Je l'aime pas du tout. Non, à New York, il n'y a pas de ligne Ah, circulaire. bah tant pis. Tant pis pour les New En tout York. cas, j'en ai pas vu. Bon, je trouve pas, c'est pas grave. Non, mais il doit bien y avoir des archives INA, les gens pourront chercher. Allez voir vraiment le discours de Jacques Chirac à la suite des émeutes de 2003. Parce que. 2005. 2005. Et peut-être sur 2005. l'INA, vous trouverez aussi, j'espère que ça n'a pas été effacé, les archives de l'époque de l'affaire des milles de Cachan. Si des gens ont habité le 9-4 dans la deuxième moitié des années 2000, ça devrait vous dire quelque chose. Je suis toujours content qu'on se rappelle de cette histoire parce que j'en ai été témoin direct, j'avais genre 8 ans et demi à l'époque. Et donc, allez le voir pour vous rendre compte du fait que. En fait, c'était pas si cool que ça. Bah, déjà, Voilà. c'était pas si cool que ça. Et puis, si on se rappelle, 2 ans après, que, si vous vous rappelez, les émeutes de 2005, elles ont été déclenchées parce qu'il y a 2 jeunes qui se faisaient poursuivre par la police et qui sont morts dans un incinérateur. Maintenant qu'ils se sont réfugiés dans un transformateur Oui, électrique. dans un transformateur électrique, t'as raison. Et qui sont morts cramés. Zied et Bouna. C'est ça. Yes. Et, 15 et 17 ans donc. et 2 ans après, sous Sarkozy, juste après son élection, il y a eu le fameux sommet de la francophonie à Dakar. Et le Oui, fameux il a discours de Sarkozy au sommet de la francophonie. Écrit par Patrick Buisson. Avec cette convocation, ce florilège, cette convocation du florilège de clichés et de, on va dire, je vais utiliser le terme que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, de fantasmes coloniaux. Si vous savez pas ce que c'est des fantasmes, Qu'on peut résumer en une phrase dans ce discours. Non, même pas en fait, parce que franchement, c'est la Il y a une moins. phrase qui est souvent citée. Oui, mais c'est la moins pire. C'est la phrase qui a le plus fait péter leur câble à mes darons, c'est vrai. Mais honnêtement, j'étais avec Raphaël hier, on écoutait le discours, on a tenu 40 secondes. Véridique. En fait, on a J'ai tenu jamais écouté, 39 je crois. secondes même. Mais c'est pas ça la pire phrase en fait. Le pire, c'est la description de comment le temps s'écoule. L'enchaînement d'actions répétées, d'actions et de paroles qui se répètent, machin, bidule. Vraiment, cet imaginaire colonial du bon sauvage, tout ça. Enfin bref, on va pas revenir sur le discours fait par Sarkozy, mais ce que j'essaye de vous dire à travers tout ça, c'est que la République française, et en fait, tout parti confondu, toute formation politique confondue, la République française a une conception déracisée qui est fondamentalement excluante. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai commencé, je disais... en fait, la situation dans laquelle on se trouve, c'est pas une situation où vous pouvez décider d'aller voter ou pas. Est-ce donc pour cela que certains disent que la France Insoumise n'est plus dans l'arc républicain parce qu'elle est plus assez paternaliste avec les... Bah, en fait, c'est ça qui est particulier, c'est qu'elle l'est toujours. Oui. Elle l'est toujours, en fait. En fin de compte, oui. En fin de compte, elle l'est toujours. Oui, certes, il y a des figures comme Rachel Keke, Nadège Abomangoli, Daniel Obono et maintenant Ali Diouara, et peut-être... Si jamais elle arrive à battre Corbière, ce qui n'est pas gagné, Sabrina Ali Ouais. Ben Ali. Ou Amal Bentounsi, on peut en parler. Ou Amal aussi. Bentounsi, qui a fait une giga belle campagne. Peut-être, certes, il y a ces figures-là qui montent, mais sont toujours traités comme des tokens. Et merci Pacifist Gamer qui a trouvé le discours de Jacques Chirac. Ah, c'est sur Zieb et Bouna. C'est sur Zieb et Bouna. Parce que,
En fait, le discours auquel je pensais, c'est celui dans lequel, en gros, il a annoncé l'état d'urgence. Bref, les gars, il est 18h48. Ouais, j'arrête pas de checker mon portable parce que je dois partir bientôt. Voilà, déjà, d'une part. D'autre part, on n'a pas beaucoup parlé de la campagne. Ouais, hein, on a réussi à Parce que- phagocyter avec l'antiracisme, c'est fou. En même temps, ça devrait être un sujet. Roussel en sueur. Ça devrait être un sujet d'autant plus fort que, bon, après, on en a parlé dans un précédent live, donc on pourrait dire, voilà, allez voir le replay, les gars. Ouais, mais est-ce qu'on ferait vraiment un live qui s'intitule On parle des législatives et on dit allez voir le replay du live précédent? Non. Il y a une chose quand Je même. reviens à nouveau. Au revoir. Il y a une chose quand même sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est l'histoire des débats. Je sais pas si Cyril, tu as suivi. Non, Ce qui s'est à passé. chaque fois, je me dis, je vais les rattraper, puis je les rattrape pas. Parce Ah non, que- non, mais même pas. Parce que, bon, pour l'instant, il y a eu 2 débats. Oui, alors de quoi est-ce qu'on parle? Du fait que Bardella ne veut pas débattre avec Marine Tondelier, c'est ça? Voilà. T'as tout compris. Bah alors, moi, ce que je vais dire sur Marine Tondelier, c'est qu'elle a peut-être pas les outils pour combattre l'extrême droite, mais qu'au moins elle a l'expérience, qu'elle a vu ce que fait l'extrême droite à la tête d'une mairie. Puisqu'elle est conseillère municipale à Hénin-Beaumont, et elle y habite. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que j'ai remarqué, il y a un truc qui m'a touché l'autre jour, mine de rien. Pourtant, voilà, je ne suis pas un fan de Marine Tondelier. Bah, Voilà. C'est vrai qu'elle est critiquable sur beaucoup d'aspects. Voilà. Cependant, Quoi qu'on pense de Marine Tondelier. quoi qu'on pense de... Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, non pardon, c'est pas ça. Quoi qu'on pense de Marine Tondelier, j'ai vu qu'elle était très émue, presque en larmes, quand elle a vu grosso modo ce qui arrivait, enfin à quel point l'extrême droite était puissante. Et je peux le comprendre. Enfin, je veux dire, il y a de la sincérité dans son engagement, ça fait plaisir à voir. Au-delà de ça, oui, enfin, que Jordan Bardella pose toutes les conditions possibles et c'est là que c'est dégueulasse que les chaînes de télévision s'y conforment, là ça va pas. Bah là, ça vous dit rhinocéros. Hein. Là, rhinocéros, ouais, complètement. Voilà, que vous voulez savoir qui a empuissanté cette extrême droite, c'est en grande partie les médias et un certain modèle économique, notamment. Alors, il faut qu'on parle des lotissements, les gens. Qu'est-ce que c'est un lotissement? Vous savez, c'est ces habitations, parfois dans les banlieues, mais surtout dans les zones rurales, et je sais ce que c'est parce que j'en connais des lotissements. J'ai une ville de 20 000 habitants où quand vous montez un peu dans les hauteurs, vous avez ce type d'habitat où tout le monde a sa petite banlieue, son petit pavillon avec son jardin, son chien, son monospace et ses 2 à 4 enfants. Et Voilà, sa télé câblée où les gens là-bas ils ont rien à faire, ils ont des crédits jusqu'au cou parce qu'ils ont acheté une maison de merde. Et c'est ces quartiers-là, dans ces habitations-là qu'il y a un réservoir de voix pour le Front National. Parce qu'il y a aussi ce qu'on a eu, ça c'est un modèle qui est apparu dans les années 60-70. C'est un modèle importé des États-Unis, c'est un modèle d'habitat importé des États-Unis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Où il y a eu ce qu'on appelle le white flight, c'est-à-dire la fuite des Blancs, les Blancs qui ont fui les quartiers populaires des grandes villes. Parce qu'ils voulaient plus être avec les Noirs, en gros, et parce qu'ils voulaient plus. Et en France, voilà, c'est ça, c'est certain. Si vous voyez le complément d'enquête, c'est ah oui, je voulais plus être avec la racaille. Il y a un promoteur immobilier qui est venu voir et qui dit ouais, vas-y, on a un coin. On peut vous proposer un truc là-bas, là. Et en fait, une fois qu'ils sont là-bas, qu'ils sont installés, ils découvrent que ils sont dans un coin merdique à habiter parce qu'il y a pratiquement pas de service public. Il y a même pas de train. L'école, ça doit laisser à désirer aussi, et ils se retrouvent là et ils peuvent même pas le vendre leur truc parce que personne n'en veut. Et c'est ça qui est dingue parce qu'effectivement, tu soulèves le fait que ça a été importé des États-Unis. Aux États-Unis, c'est pareil. C'est-à-dire les lotissements qui sont mais des fois c'est des villes. Les villes On appelle les banlieues pavillonnaires aussi. C'est ça, on appelle ça les banlieues pavillonnaires quand on parle des États-Unis. T'as raison. Mais voilà, si vous connaissez pas la série Desperate Housewives, les gens, c'est ça. Ça vous donnera pas envie d'y aller. Hein. Voilà, franchement, cette série vous donne pas. C'est pas une pub pour les banlieues pavillonnaires. Hein. Quand vous voyez le genre de taré qu'il y a là-bas, dans Wisteria Lane, non, je suis désolé, les 4 protagonistes, elles ont tout un grain, elles ont tout un problème. Et
pour le coup, moi qui suis allé dans... Mais les maris aussi ont un problème, bon bref. J'ai connu quelques banlieues pavillonnaires américaines pour y avoir logé dans des familles d'accueil. Bref, si t'as pas de bagnole, Mais bien sûr. c'est mort. C'est mort. Moi, limite, je viens presque d'un lotissement de luxe parce que Vernon, vous avez une ligne de train, vous avez la ligne J, mais dans d'autres coins, vous avez rien. Si vous n'avez pas de voiture, en effet, c'est mort. Vous pouvez rien faire parce que, notamment, alors j'observais un peu donc ces quartiers du Virolet de la zone industrielle et je vois qu'il n'y a aucun sticker élevé. Ben oui, parce que, en fait, vous voyez le modèle économique. Le modèle de ces coins-là, c'est que pour alimenter en toutes sortes de denrées, vous avez un seul hypermarché avec un méga parking, et c'est ça qui alimente tous les foyers qu'il y a autour. Et donc évidemment, vous n'allez pas trimballer tout ça en vélo, puisque vous avez votre monospace, votre coffre que vous pouvez charger pour vous nourrir la famille pendant une semaine. Vous n'allez pas trimballer tout ça en vélo. Et le monospace en anglais est minivan, mais ça dit tout, hein. C'est effectivement un modèle de vie qu'on a importé. C'est pas pour être évidemment en mode critique de l'immigration, je ne sais quoi, quelle autre connerie, évidemment. Vous abandonner parce qu'il est 19h. Non, il est 18h54. Ouais, mais le temps que j'arrive à Saint-Lazare, Oui, il faut que je prenne en compte ça. À Saint-Lazare. Ouais, je vais à Saint-Lazare. Tu me raconteras. En tout cas, on était censé commencer un peu plus tôt, histoire que je ne me retrouve pas dans cette situation. Mais normalement, je serai là demain pour toute la durée du live. Voilà, parce que demain, il y a un nouveau live. Très bien. Et il n'y aura pas de live samedi, peut-être dimanche soir. Et on verra pour lundi. Oui, du coup, c'est pour ça que j'ai monopolisé la parole, hein. Je voulais dire un maximum de trucs avant de partir. Bon, eh bien, chers camarades, je te dis bonne soirée. On se retrouve très vite. Nous, de toute façon, Cyril, on est encore ensemble pour 5 minutes à peu près. Oui. Mais effectivement, ce que tu disais, c'est assez intéressant à propos des banlieues pavillonnaires américaines qui ont effectivement... c'est ce qu'on appellerait la petite bourgeoisie en fait qui vit là-dedans et ça c'est typiquement je sais pas si c'est typiquement l'électorat d'extrême droite, mais en tout cas c'est un électorat qui est poreux Parce à que c'est un l'extrême droite. électorat qui est assez dépolitisé, qui est assez absorbé par le travail. Et la dépolitisation c'est purement de droite, Bien hein. sûr. Et qui est assez coupé du monde, hein. Puisqu'on l'a dit, voilà, si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez rien faire là-bas. Ah ouais. Et donc vous avez vraiment des lotissements qui sont coupés du monde. Et là-dessus en fait là ça me fait repenser à un truc que disait Usul quand il était passé dans C'est ce soir, où il disait que voilà, Marine Le Pen elle avait réussi à avoir un discours qui parlait dans la mesure où elle avait un discours qui évoquait les une seconde. Voilà. Donc elle avait un discours à propos des services publics. Oui. Et en fait, quand tu parles à des personnes qui vivent dans des banlieues pavillonnaires où il n'y a pas de service public, qui, lorsqu'elles entendent le mot déclassé, se reconnaissent dedans, même si c'est pas la réalité, qui, lorsqu'elles entendent disparition des services publics, se sentent concernées parce que en fait elles n'en ont jamais eu, et forcément ça touche. Ça, plus le discours qu'on leur a mis dans la tête que comme quoi il n'y en aurait que pour les banlieues. Mais Évidemment, c'est ça. Vu que ces gens n'ont jamais mis les pieds en banlieue, ils savent pas qu'il y en a. Il y en a que pour les riches en fait, il y en a que pour les ghettos de blancs, comme voilà, je connais un peu les Yvelines, et j'en ai parlé un moment dans un de mes dans un de mes monologues de l'an dernier. Donc si vous avez pu apprécier l'être un jeune manager, et c'est même pas la version finale. Oui, oui, bon. Rappelle-moi que j'ai du montage en retard. Mais au pire, c'est pas. Non, au pire, moi j'ai réécrit une version parce que j'ai vu mon brouillon et je me suis dit, c'est dommage que j'ai enlevé ça, donc j'ai réécrit une version. Tu vas en refaire une. Voilà, merci. Et donc, bref, ce que je disais, voilà, c'est que par exemple, il y a deux sortes de banlieues. Et je prends pour exemple les Yvelines que j'ai bien connues, où j'ai connu les Yvelines plus prolétariennes à Mantes-la-Jolie. Et les ghettos de blancs, cathos, bourgeois de Versailles, Le Chesnay. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles de Mantes-la-Jolie, mais Mantes-la-Jolie, c'est un député de gauche. Oui. C'est Benjamin Lucas en l'occurrence. Je vois à peu près qui c'est, oui. C'est le numéro 2 de Génération, je crois. Et ancien. D'accord. Il a été à la tête du. Comment ça s'appelle Du MJS, voilà, pardon.
Et donc, oui, par exemple, là, c'est un truc que je raconte, c'est le dernier entretien d'embauche que j'ai passé, ça commence à dater, qui était donc à Bobigny. Je connais ça aussi. Oui, donc c'était à Bobigny. Je crois que je devais passer donc un entretien pour la bibliothèque universitaire de Paris 13 à Pantin-Bobigny. Et donc à un moment, je descends à la Courneuve, je dois prendre la ligne T1. Et là, je vois l'état de cette ligne. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un tout petit tram qui doit faire 1,50 m de long. Qui est vraiment tout petit. Et tu vois, il est bondé en permanence. Et là, je repense à ces gens qui croient qu'il y en a que pour les banlieues. Mais allez-y, regardez vraiment ce qui se passe quand il y en a vraiment que pour les banlieues. Voilà. Et puis, au sujet des banlieues... Heureusement qu'il y en a que pour les banlieues, parce que sinon, qu'est-ce que ça serait, voilà. c'est ça. Et puis, à ce sujet, il faut aller voir le doc de Blast à propos des banlieues qui montre clairement que l'investissement dans les banlieues est au point mort depuis 30 ou 40 ans. C'est ça. Et c'est une catastrophe. C'est-à-dire... Regardez, lisez aussi par exemple Mathieu Régousse quand il parle dans La domination policière de ségrégation endocoloniale. Il y a quelque chose comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il y ait de l'argent, entre guillemets, dans les banlieues, c'est pas faux. Dans la mesure où, effectivement, il y a des subventions publiques qui sont données. Des ZEP, des REP, des quartiers politiques de la ville, etc. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ça fait partie des quartiers les plus densément peuplés de France. C'est les quartiers les plus densément peuplés de France. C'est les villes les plus densément peuplées de France. Très densément peuplés, avec des habitats qui sont vétustes. Les rappeurs et d'autres disent souvent mon ascenseur, ça fait 40 ans qu'il marche plus. Mais c'est ça. Et donc voilà, vous avez donc c'est pour ça notamment que la France Insoumise parle et les autres compositions centrées autour du parti de gauche, etc. parlent beaucoup de la rénovation des habitats. Mais bien sûr. Parce que ça c'est des immeubles dans lesquels il peut faire déjà 40 degrés en été. Et puis dans ce genre-là, c'est pas pour rien que Jean-Luc Mélenchon a été élu à Marseille. Voilà, tu te souviens des immeubles qui se sont effondrés à Marseille? Oui, j'ai vu les images. Voilà. Mais vraiment, les banlieues, il faut avoir à l'esprit. Vous avez des écoles où il y a encore de l'amiante dans les murs. Mais déjà. Par exemple, écoutez Louis Bayard quand il parle de son lycée. Il raconte du fait que c'est une ancienne sablière en zone inondable, qu'il y a vu des rats, des serpents, et qu'ils ont tous pensé qu'il n'y avait pas d'amiante jusqu'à ce qu'une plaque d'amiante tombe d'un plafond. Mais c'est incroyable. Et les banlieues, il faut diviser l'argent mis dans les banlieues. Il faut rapporter cet argent-là au nombre d'habitants. Oui. Il faut diviser par le nombre d'habitants. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Si tu mets 1 million d'euros là où il y a 50 000 habitants, et 1 million d'euros là où il y a 2 millions d'euros, 2 fois plus, c'est énorme. 2 millions d'euros là où il y a 1 million d'habitants, ceux qui ont 1 million d'euros et qui sont 50 000 ont beaucoup plus d'argent que ceux qui ont 2 millions d'euros en étant 1 million. Voilà. Et voilà. Alors après, il y a aussi c'est des maths. Il reste des banlieues prolétariennes, des banlieues ouvrières dans le 9-2. Plus grand chose, parce que Bagneux, ça s'embourgeoise aussi. Mais, oui. Peut-être qu'il reste Malakoff. Et encore. Mais voilà, bon, si tu mets ça. Les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, il faut remarquer qu'il y a un candidat Nouveau Front Populaire qui s'est qualifié qui est arrivé en tête du premier tour. Dans une seule circo des Hauts-de-Seine. Serait-ce Aurélien Saint-Toul? Ah bah d'ailleurs, élu dès le premier tour. C'est ça. C'est Aurélien Saint-Toul. J'ai participé à cette victoire. C'est pas bien. Et justement, à ce sujet, j'ai envie de vous montrer un truc sur la carte. Donc c'est Le Monde. C'est l'édition spéciale du Monde datée de mardi. Je vais cacher cette partie-là pour vous montrer à quoi ça ressemble à la caméra. Là, vous voyez tout le marron qu'il y a. Oui. Notamment en plein milieu. Maintenant, révélation. Soudainement, ça fait plus tout à fait le même effet pour la région parisienne. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des points... Le RN est très faible dans la grande et petite couronne. C'est même à Paris. Oui, bien sûr, oui. Alors, j'ai envie de dire même dans le 16e. Bah oui. Alors que voilà, par exemple, pourquoi je dis même dans le 16e? Parce que si vous voyez les scores de Reconquête... Alors, le 16e arrondissement est le seul arrondissement de la capitale où le RN est qualifié pour le second tour.
Ouais, voilà. Ça en En dit long. l'occurrence, c'est dans la 14e circonscription de Paris, c'est-à-dire la partie la plus à l'ouest, du côté du bois de Boulogne. Je suis très étonné. Voilà, pardon, ça m'a échappé. Sachant que, pas loin, là, si tu regardes Petite Couronne, hein, les Hauts-de-Seine. Donc, les Hauts-de-Seine. Non, là, c'est un Donc petit c'est un quartier c'est un département qui fait une sorte de croissant de lune peu- Attends. entre on va je crois que c'est Merde, je me suis gouré. c'est quoi la commune la plus à l'est du 9-2, c'est Montrouge peut-être. Voilà, les Hauts-de-Seine, on est là. Ouais, parce qu'après Montrouge c'est Gentilly et c'est le 9-4. Donc, les Hauts-de-Seine, en fait, c'est tout le département qui fait l'ouest parisien. Ça fait de Montrouge à Asnières en gros. C'est ça. Attends, merde. Je sais plus où j'en suis. Et donc, dans les Hauts-de-Seine, il y a une circonscription des Hauts-de-Seine où le Rassemblement National est arrivé en tête du premier tour. C'est la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. D'accord. Ça m'a l'air d'être à côté de Neuilly. D'accord. C'est à la limite entre le 93 et le 92. Ah, tu vois, Ah oui. c'est là. D'accord. Je sais pas quelle commune c'est, mais il doit y avoir Clichy dans ce coin-là. Je vois. Clichy, la Garenne. Résultat, Clichy-la-Garenne, oui, bah pas alors- Clichy-sous-Bois. Ah oui, c'est vrai, il y a deux clichés. Et oui, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc, je veux passer un message d'espoir. Parce qu'on arrive en bout de stream. Oui. Ce soir, ce fut court. Bon, ça pue du cul. Hein. Oui. Je vais quand même dire ce que je disais en privé, à la fois tout à l'heure à Arnaud et hier à un ami. Si jamais on se trouve dans la situation dont parle Clément Viktorovitch assez régulièrement et que beaucoup de personnes attendent, à laquelle on est nombreux à s'attendre, qui est celle dans laquelle l'Assemblée est entre guillemets bloquée dans le sens où Chambre introuvable, c'est ça, c'est-à-dire sans majorité dégageable. c'est ça, Distinguable. sans majorité, Distinguible, je sais plus comment on dit. sans majorité Claire. possible. Oui, voilà, c'est simplement. ça. C'est ça. Parce que les partis polarisants seraient, les partis polarisants, les trois pôles qui auraient à l'Assemblée ne seraient pas en mesure de faire alliance pour obtenir 289 députés et donc voter l'investiture d'un Premier ministre. Voter la confiance à un Premier ministre. Cette situation non seulement est possible, mais elle est probable. Et elle est même très probable, étant donné les scores du premier tour. Et étant donné le nombre de candidats qui se sont retirés. Si vous avez vu la petite guerre civile qu'il y a eu à droite, on a retrouvé Ciotti enfermé dans ses locaux. C'est ça, Pacifist Gamer, tu dis gouvernement technique qui ne peut rien faire sans consensus. C'est-à-dire, ça c'est une hypothèse. L'hypothèse du gouvernement d'affaires courantes en gros. C'est ça, c'est l'hypothèse du gouvernement d'affaires courantes. Je sais même pas, parce que gouvernement d'affaires courantes, c'est un gouvernement qui a démissionné mais qui gère les affaires courantes. Oui. C'est pas un gouvernement nommé par le président de la République. Donc, si tu veux, ça c'est une situation dans laquelle Gabriel Attal démissionne, mais est maintenu à Matignon jusqu'à pendant un an, quoi. Oui. Jusqu'à la peut-être dissolution prochaine. Jusqu'à la dissolution. Quand on suivante. connaît l'usage qu'a Emmanuel Macron du Parlement, ce qui est comme dit Chapoutot un usage instrumental. Bah, c'est ça. Ça, c'est une situation possible. Mais je disais à la fois à Arnaud et à cet ami hier, Emmanuel Macron a une solution pour lui. Une. Et on en a déjà parlé ici, c'est l'article 16. Oui. C'est le bouton nucléaire. Ça veut dire vivre en dictature, au sens propre. Au sens empire romain, enfin république romaine plutôt. Voilà. On va dire au sens étymologique. Oui, de c'est ça. dictature. Vous avez un mec qui dicte tout. C'est ça. Puisque pendant le temps d'exercice de l'article 16, le président de la République s'arroge le pouvoir législatif. Il dispose du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Ah, il est juge, jury et bourreau. Non, il n'est pas jury puisqu'il n'a pas le pouvoir judiciaire. Oui. Heureusement. Oui, heureusement. Parce que là, ce serait très emmerdant. Oui. Mais c'est l'occasion de corriger quelque chose qu'on a dit dans un précédent live où on a déjà parlé de l'article 16. L'article 16 a déjà été activé en fait.
C'était pas juste une menace, il a été activé pendant 6 mois. Du temps donc du push des généraux. En 1961. Voilà. Mais il a été activé, c'était pas juste une menace. Donc, étant donné que si jamais il y a une Assemblée nationale hostile à tout gouvernement, une Assemblée nationale qui vote une motion de censure et éventuellement en vote 2, alors oui, il y a un blocage au sens strict. Et là, on entre dans le cadre de l'article 16, puisque la continuité des institutions n'est pas garantie. Donc ce serait pas impossible, loin de là. Et je pense que même si c'est une infox d'Europe 1, parce qu'Europe 1 ne fait plus d'infos depuis quelques mois déjà, au-delà de ça, il faut le prendre en considération en fait. C'est-à-dire, quand on connaît un petit peu la Constitution, cette Constitution, elle donne plein de voies de sortie au président de la République. Elle en donne plein. Et notamment l'article 16. Et je ne dis pas que ça va arriver. Ce que je dis, c'est que il faut craindre cette possibilité. Et imaginez qu'on pourrait être dans la situation où il y aurait effectivement un gouvernement d'affaires courantes, mais c'est Emmanuel Macron qui fait les lois. C'est ça ce que ça veut dire. Oui. À voir ensuite, puisque donc ça c'est Clément Viktorovitch qui en parlait. Hein. Si jamais l'article 16 est activé, il y a zéro garde-fou. Rien ne peut empêcher l'article 16. Rien ne peut empêcher son activation. Rien ne peut empêcher son activation et rien ne peut l'arrêter. C'est-à-dire la prorogation de l'article 16, elle est soumise à un avis purement consultatif. Du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel. Consultatif. Rendu public, hein. Mais il est consultatif. Donc rien ne peut arrêter l'article 16, mis à part la bonne volonté du président de la République. Quand on connaît la volonté, le type de volonté qu'a notre président de la République. Voilà. Donc ça c'est une chose. J'ajoute à ça que... comment dire l'article 16, ça... Enfin... Avec un gouvernement qui gère les affaires courantes, le truc c'est que même si le gouvernement lui-même ne fait passer aucune loi au Parlement, ça passe par le président de la République. Donc il y aurait quand même des réformes mises en place. Et ça, ce serait la pire chose possible. Ce serait vraiment le scénario du pire si c'est pas une victoire du Rassemblement national. Voilà. Le meilleur scénario possible, c'est évidemment une victoire de la gauche, qui est possible, notamment grâce au petit nombre de triangulaires restantes. Remarquez qu'on était censé avoir plus de 300 triangulaires. En effet. On en aura 95. On était censé avoir 5 quadrangulaires. Quadrangulaire, oui. Donc c'est-à-dire 4 candidats au second tour. Il n'y en aura que une. Donc déjà, il y a moins de risques. Oui. Il y a moins de risques, mais c'est pas fait. Et de toute façon, voilà, on revient sur la même chose qu'on a dite. Hein. Le résultat de cette élection, ce sera une majorité relative. Oui. Quoi qu'il arrive, ce sera une majorité relative. Je vais regarder une dernière chose pour finir. C'est que normalement, il doit y avoir, je crois, une projection, un sondage qui doit sortir aujourd'hui. Alors attends. Voilà, c'est ça. C'est un sondage qui a été publié par LCI. Donc c'est un sondage IFOP pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Il n'y a pas le moindre média de gauche. Bon, de toute façon, il n'y a aucun média de gauche. Comme ça, c'est dit. Voilà. Bon. Le dernier sondage IFOP donne une fourchette de sièges. C'est des projections en sièges. Hein. Donne une fourchette de sièges pour un truc qu'ils appellent divers. Je ne sais pas ce que c'est.
Divers quoi? Bah voilà, c'est ça, c'est Parce que oui, il y a c'est c'est vrai qu'il y a divers une mon catégorie cul. qui s'appelle autres. Ah, mais voilà, Alors maintenant, il y avait la catégorie divers extrême droite. Oui, alors celle-là, c'est des gens qui sont encartés à l'extrême droite, mais par exemple, tu sais, t'as divers extrême gauche, ça peut être lutte ouvrière, Bien sûr. ou ça peut être le NPA. C'est des partis qui n'ont pas... Ça peut être POI. voilà, ça peut être plein de choses. Mais ça peut être des micro-partis pour le coup, divers extrême droite ou divers extrême Voilà. gauche. Donc là, les divers auraient 15 à 27 sièges. Je pense qu'il doit y avoir Lyot là-dedans. Oui, alors qu'il y a un doit y avoir un l'autre. groupe assez particulier. Et c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ensuite, le Rassemblement National et ses alliés, donc LRN. LRNEM, non. Ça c'est quand ils votent des lois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, LRN, 210 à 240 députés. Qu'est-ce que tu comprends pas, Pacifist Gamer? Hein? En fait, c'est juste que j'ai pas trop envie d'être emmerdé par TF1 parce que c'est un sondage de TF1, mais allez, je vais faire ça. Je vais vous le partager sur le chat. Enfin, je vais le partager en live. Juste un truc. Attends, parce que là. Attends, c'est moche ça. Seconde. Ah, j'ai pas ma souris. J'aime pas ça. Merde. Ah, je fais n'importe quoi. Hop. Pourquoi il me... Ah, voilà. C'est pour ça. Une seconde, hein, j'arrive. J'arrive, les enfants. Voilà. C'est mieux. Un Je peu pense mieux à ce comme que ça. je peux dire pour conclure tout ça et pour dire un mot sur la situation. Bon, au moins je vois qu'il y a une mobilisation, qu'on a eu. Ah non, hello. T'as dit hello, Pacifist Gamer. Oh là 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 là. Pardon. Vas-y, Cyril. Donc oui, je constate déjà qu'on a une gauche qui s'est disciplinée, enfin qui a eu un comportement sérieux, qui globalement a su se comporter comme il le fallait dans la dignité que requiert la situation. Qu'il y a une mobilisation, alors certains vont peut-être me dire qu'elle n'était pas solide, mais elle m'a semblé sérieuse et à la hauteur de la situation. Et que moi je me répète ce proverbe auquel on prête diverses origines, mais je cesse de me répéter pour ne pas perdre espoir que si eux ils ont une montre, nous on a le temps. C'est joli. Bon, alors déjà, cet intertitre de LCI ne veut rien dire, hein, parce qu'ils ont écrit le NFP au coude à coude. Normalement, on dit au coude à coude avec. Genre au coude à coude avec quelqu'un. Un série même de loi qui poursuit un mec au coude à coude avec qui, connard? C'est ça. Donc, là, vous voyez la projection de l'IFOP. 210 à 240 sièges pour le Rassemblement National et ses alliés. 25 à 45 sièges pour LR. 95 à 125 pour la coalition présidentielle. Et 170 à 200 pour le nouveau Front Populaire. Alors, remarquez que, après affinage donc, et après avoir vu les baisses enfin avoir vu les retraits de candidature, puisque là, bon, c'est écrit en tout petit, je pense que vous le voyez pas. Déjà, bon, il faut que je... Attends. Ouais. À l'issue du premier tour, ils pensaient que le nouveau Front Populaire serait entre 180 et 200. Donc ils ont revu un petit peu à la baisse avec la fourchette basse à 170 et pas 180. Et pour le Rassemblement National, entre 240 et 270. Donc déjà, ce qui était la fourchette haute avant est devenu... Enfin, ce qui était la fourchette basse avant est devenu la fourchette haute. Donc en réalité, vous voyez avec ça, avec cette configuration-là, c'est la merde. Oui. Voilà, c'est la merde. C'est une situation dans laquelle il n'y a aucun gouvernement qui se dégage. Mais bon, Il resterait la possibilité d'un gouvernement d'union nationale, mais qui irait? c'est ça, c'est-à-dire gouvernement d'union nationale, ouais, mais qui y va? Dans quelles conditions? Sur quel programme?
Et avec et est-ce qu'il y aurait la confiance du Parlement? Mais autre chose moi, qui me rend optimiste, c'est déjà je suis heureux qu'on ait 3 blocs, qu'on ne soit pas les États-Unis en fait. Qu'on ne soit pas toujours un système bipartisan avec une espèce de faux choix permanent où vous avez le choix entre un capitalisme ultralibéral, néolibéral, extrêmement brutal et concurrentiel et une espèce de social-démocratie délavée 7 fois dans laquelle vous avez un peu de tentative parfois d'un peu moins maltraiter les immigrés, d'un peu moins d'instaurer une forme de service public et de sécurité sociale, mais qui n'a pas encore abouti. Et je suis vraiment qu'on est une vraie gauche en fait, qui pourrait être mieux que ça, mais on a déjà quelque chose. C'est ça, on a quelque chose au moins. Bon. On va serrer les fesses, hein, concrètement. Et rappelez-vous, quand je vois ma génération, je pense, c'est moi à mon tour de citer Fanon dans cette phrase des damnés de la Terre. Chaque génération doit, dans une relative opacité, faire face à sa mission, soit la trahir, soit l'honorer. Et voilà. Bon. Retenez quand même, et j'ai envie d'être optimiste, rien n'est fait. Rien n'est fait, le vote peut changer les choses et... Bon, j'aime pas citer Chirac comme ça, mais tant pis. Ceux qui votent, ce ne sont pas les sondeurs. Enfin si, je pense qu'ils votent, mais ils sont pas seuls à voter. Donc on va voir. On va voir dimanche. Et il se pourrait bien que... Ce qui serait intéressant en fait avec un gouvernement d'union nationale, c'est sur quoi est-ce que l'union se fait. Oui. Parce que... Là où Emmanuel Macron était pas bête. Merde. Je suis obligé de reconnaître un truc à Macron. Ça me fait mal. Hein. C'est que, justement, ça permettrait de voir quel est le consensus politique de la classe politique française. Oui, parce que par exemple, Paul Hellec dira que le consensus entre les droites, donc du macronisme jusqu'au RN, c'est le consensus autour de la pénurisation des droits politiques et des ressources pour la majorité de la population. Ouais, t'as totalement raison. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'effectivement, un gouvernement d'union nationale, il implique effectivement qu'on est d'accord sur un minimum. Vraiment, il y a ce minimum sur lequel on se met d'accord. Mais ça veut dire aussi que le président de la République doit renoncer à certains de ses pouvoirs. En tout cas, renoncer à les utiliser. Et c'est là que ça va devenir très compliqué parce que c'est quand même Emmanuel Macron. Quoi qu'il arrive, on se retrouve demain. Oui. Sauf si tu veux ajouter une conclusion. Tatakae. Voilà. C'est très bien. Mes amis, chers camarades, merci d'avoir suivi ce live raccourci, mais c'était sympa parce qu'il y avait... Voilà, les sièges étaient occupés, n'est-ce pas? Pacifist Gamer, merci d'être passé. Tatakai macho. Mais effectivement, Tatakai, mais je préfère le macho parce qu'on s'inclut dedans. Tu préfères parler comme un samouraï du XVIIe siècle. Merci. Ah non, parce que la forme en masse n'existait pas à l'époque. J'ai travaillé dessus. La série Shogun utilise, je crois qu'une forme en masse ou en masulu. Ah, Masulu, oui. Ah donc ça existe vraiment. Moi je pensais que c'était une particule. Non. Mais non, donc voilà. Mais masse, comme ça existe aujourd'hui, ça n'existait pas. Bref, on n'est pas là pour faire un cours de japonais. Allez les amis, il est 19h22, on va se quitter là-dessus. Pas de raid ce soir parce que pas le temps de chercher. Je suis désolé, c'est pas bien. Ils sont pas encore là, les gens qu'on pourrait aider, ils sont peut-être... Oh, il y a peut-être Antoine Daniel, mais bon, voilà. Vu l'heure qu'il est, à mon avis, il est en live. Donc, je vous dis à tous bonne soirée. Courage pour la suite, même s'il y a peut-être le grand oral sur BFM, on reparlera de ça parce que voilà, Marc-Olivier Fogiel il est pas tout blanc dans cette histoire. On se retrouve demain sans doute dans l'après-midi. D'ici là je vous dis bonne soirée, reposez-vous et portez-vous bien. Ah ciao, bonsoir.